1974, colloque d'égyptologie au Caire. Je me suis livré personnellement à une étude de l'anthropologie physique des anciens Égyptiens et voici ma contribution personnelle dans ce domaine. Une légende tenace a fait croire que les procédés de momification qui sont à base de sel, souvent, et qui contiennent aussi des bitumes, ces produits détruisent l'épiderme à telle enseigne qu'il ne reste plus rien et qu'il n'est plus possible scientifiquement d'étudier la peau des momies pour en déduire leur ethnie. Ce point de vue est absolument erroné. Je l'affirme sur la base de mes propres investigations. J'ai étudié les momies égyptiennes qui se trouvent au laboratoire d'anthropologie physique du Musée de l'Homme à Paris, qui viennent des fouilles de Mariette. J'ai fait monter des préparations par notre laboratoire du département des vertébrés et de physiologie de la faculté des sciences de Dakar. J'ai les préparations ici que je mets à la disposition des participants du colloque pour qu'on les observe au microscope. Et nous pouvons absolument voir le taux de mélanine sous la peau des anciens Égyptiens. Il en reste suffisamment malgré la destruction partielle de l'épiderme. Dans la région qui sépare le derme et l'épiderme, il y a des inclusions des bases des cellules des mélanocytes en quantité suffisante pour révéler un taux de mélanine absolument absent chez les races leucodermes. Et j'ai voulu dès l'an dernier appliquer cette étude aux momies royales de Ramsès II, de Séti Ier et de Toutmose III. Depuis un an, j'écris au conservateur du musée du Caire, car il ne me faut pas plus d'1 mm², 1 mm² de peau, mais prise toujours dans la même région, et je n'ai pas eu ces échantillons, je le regrette. Par conséquent, c'est une étude très facile, accessible, qu'on peut faire. Voici les lames, ce sont des préparations, il suffit de les mettre sous l'objectif d'un microscope pour voir le taux de mélanine. Alors, sur la base donc de mes propres investigations, que sont celles-ci, et jusqu'à ce que d'autres investigations viennent les contredire, j'affirme que le taux de mélanine qui est révélé au microscope, contenu même partiellement, et qui est la quantité résiduelle sous la peau des anciens Égyptiens, est absolument incompatible avec l'idée d'une race leucoderme. Voilà un fait. Ensuite, j'en arrive aux mensurations ostéologiques. Ce n'est pas pour rien que l'égyptologie a évité, bien que disposant souvent de squelettes entiers, de parler d'ostéologie. Mais il y a un grand savant allemand du siècle dernier, c'est Lepsius, justement, qui avait étudié les Égyptiens sous cet angle, qui avait carrelé l'Égyptien, ce qu'on appelle le canon de Lepsius, que tous les égyptologues connaissent. Le canon de Lepsius, justement, dit que l'Égyptien parfait est un négroïde. Le canon de Lepsius, et qui donne, mis au carreau, les proportions du corps de l'Égyptien parfait à les bras courts et négroïde ou nigricien. Pour ceux qui parlaient donc du terme négroïde et nigricien, voilà l'expression de Lepsius. Il a carrelé le type égyptien, il a fait la mensuration ostéologique, et c'est le caractère le plus permanent, justement, quand on veut distinguer un noir d'un blanc. Vous avez bien vu que les mensurations craniologiques ne permettent de distinguer que des types extrêmes, absolument extrêmes. Les éléments que je vous ai montrés ici, si on les étudiait sous cet angle-là, si cet individu-là n'était pas vivant, parce que quand il est en chair et en os, on n'ose pas en faire un blanc, mais il sortirait, le crâne de cet individu sortirait blanchi des mensurations crâniométriques. Voilà les inconvénients de la craniométrie. C'est que quand l'individu est vivant, vous n'osez pas en faire autre chose qu'un nègre, mais dès l'instant que vous avez une face haute, parce que voilà la face haute, voilà l'indice nasal, vous voyez bien, et pourtant c'est un nègre typique. Donc, voilà les erreurs voulues de la craniométrie. Donc, c'est l'ostéologie seulement qui permet, dans le meilleur des cas, de distinguer un nègre d'un blanc. Et c'est ainsi surtout que l'on a distingué l'homme de Grimaldi, du Cro-Magnon, qui est venu après, et qui peut-être par filiation est sorti de lui. Ça, c'est une autre question. Donc, il existe bel et bien un procédé anthropométrique touchant à l'ostéologie qui permet de distinguer le noir du blanc. Et ce critère, Lepsius a appliqué ce critère au peuplement égyptien pharaonique, et il a trouvé que les Égyptiens étaient des nègres, des négroïdes ou des nigriciens. C'est la raison pour laquelle peut-être l'égyptologie a souvent eu les mensurations ostéologiques. Enfin, le groupe sanguin.
le groupe sanguin, même sur les cadavres de la protohistoire, on peut encore déterminer le groupe sanguin. Par conséquent, ici, il serait extrêmement intéressant, toutes les races qui ont été étudiées, tous les restes humains qui ont été étudiés déjà, peuvent être repris sous cet angle-là, sous l'étude du groupe sanguin. Parce que nous savons justement que c'est le groupe sanguin A2 qui est vraiment caractéristique du blanc avant tout métissage. Les Américains ont fait des travaux très poussés dans ce domaine-là. Alors il faudra rechercher le groupe A2 en Égypte. Parce qu'en attendant, l'Égypte appartient absolument, et toute l'Égypte jusqu'au delta, appartient au groupe B, qui est encore le groupe de l'Afrique occidentale. Il y a là encore un autre fait qu'il faut prendre en considération, et à l'exclusion du groupe A2 qui est caractéristique de la race blanche avant métissage. Deuxième fait. Voilà donc pour ce qui est de l'anthropologie physique. Mais il y a un autre faisceau de preuves sur lequel il faut insister et qu'on ne peut pas minimiser non plus. Les ancêtres des Européens actuels, les Latins et les Grecs, qui étaient arrivés au stade de la lucidité et de la maturité, les philosophes, les savants de l'Antiquité ont tous déposé dans le même sens. Et ils nous ont presque unanimement tous dit que les anciens Égyptiens étaient des nègres. Et les Grecs, à l'apogée de leur civilisation, n'avaient aucun intérêt au 5e siècle, au moment où l'Égypte avait déjà perdu son indépendance sous les Perses. Parce que c'est à cette époque qu'Hérodote a visité l'Égypte. Les Grecs n'avaient aucune raison particulière de nous dire que les Égyptiens étaient des nègres et que ce sont eux qui leur ont donné tous les éléments de la civilisation. Et nous sommes pratiquement au bout du métissage égyptien. Ça faisait 3000 ans d'histoire pendant lesquels les Égyptiens se métissaient, mais malgré ce métissage intense, le peuple égyptien était plus ou moins comparable au peuple antillais. Les constantes raciales n'étaient pas bouleversées. On n'avait pas l'impression d'avoir un blanc devant soi, parce que tous les témoignages de l'Antiquité sont là unanimes. Donc, je passe, et j'en arrive à l'époque moderne, ce qui fait qu'en pleine époque d'esclavage, quand un savant français de bonne foi a visité l'Égypte, il n'a pas pu s'empêcher de pousser un cri. Il s'agit de Volney, qui a visité l'Égypte entre 1783 et 1785, et il décrit les Coptes. Tous ont le visage bouffi, l'œil gonflé, le nez écrasé, la lèvre grosse, en un mot, un vrai visage de mulâtre. J'étais tenté de l'attribuer au climat lorsque, ayant été visiter le Sphinx, son aspect me donna le mot de l'énigme. En voyant cette tête caractérisée de nègre dans tous ses traits, je me rappelais ce passage remarquable d'Hérodote où il dit, pour moi, j'estime que les Colches sont une colonie des Égyptiens, etc. Parce que comme eux, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. Et Volney dit plus loin, quel sujet de méditation de voir la barbarie et l'ignorance actuelle des Coptes, issus de l'alliance du génie profond des Égyptiens et de l'esprit brillant des Grecs, de penser que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de nos mépris, et celle-là même à qui nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole, etc. Mais à cette déposition de Volney, immédiatement après le déchiffrement, donc vous voyez bien, je veux insister sur le fait que l'idée que les anciens Égyptiens étaient des Noirs était une banalité jusqu'au déchiffrement des hiéroglyphes. Et c'est à ce moment-là, avec l'apogée de l'impérialisme, qu'il était devenu inadmissible de continuer à penser ainsi. Et l'égyptologie est née en même temps. L'égyptologie a fourni en même temps qu'elle naquit un effort de négation pour gommer en quelque sorte, effacer l'origine négroïde. Et je n'en veux pour preuve que le témoignage du frère de Champollion le Jeune. Champollion le Jeune était un savant de bonne foi. Mais Champollion fils Jacques fait partie de ces savants qui ont falsifié sciemment l'histoire et qui ont écrit des choses qu'un vrai savant n'écrit pas. Champollion fils Jacques, voici sa déposition. Il dit, c'est très long, la peau noire et les cheveux crépus, ces deux qualités physiques ne suffisent pas pour caractériser la race nègre, et la conclusion de Volney relative à l'origine nègre de l'ancienne population égyptienne est évidemment forcée et inadmissible. La science devient normative. Qu'est-ce qui est inadmissible en science? En science, tout ce qui est prouvable est acceptable et admissible. Et voici désormais ce que nous trouvons. C'est inadmissible. Donc, c'est ce point de vue normatif qui existe, qui est à l'état implicite, à la base des conclusions. Il fallait, c'est comme si on avait honte de cette origine nègre en pleine période impérialiste, il fallait la gommer. Et tous les égyptologues sur l'origine des Égyptiens n'ont jamais donné des choses à partir de ce moment-là satisfaisantes. Je pense à Maspero, je pense à Breasted, je pense à toute l'égyptologie actuelle qui élude complètement le problème. J'en arrive
aux Égyptiens vus par eux-mêmes. On a dit que les Égyptiens ne connaissaient pas leurs origines, je ne suis pas d'accord. Et voici ma raison. Les Égyptiens connaissaient parfaitement leurs origines et ils l'ont exprimé dans leur langue d'une façon explicite. Alors, Kem, ça veut dire noir en égyptien ancien. Et la formation d'un collectif en égyptien ancien consiste à mettre un T au singulier, à l'adjectif ou bien au substantif. Et c'est de cette manière qu'on a formé Kemt, qui veut dire le pays noir. Et c'est là que vous faites la confusion. Hein? Parce que Kemt, ça veut dire la noire, étymologiquement. Ça veut dire la noire, absolument. Kem, ça veut dire noir, c'est l'adjectif, et Kemt, c'est la noire. Mais les égyptologues avaient l'habitude de dire, puisque le déterminatif qui suit, c'est le déterminatif du pays, alors noir, la noire doit s'appliquer à la terre et non pas aux hommes. Mais ils ne discutaient pas pour savoir si Kemt étymologiquement signifie noir ou pas. Hein? Donc, Kemt signifie étymologiquement noir, c'est le terme le plus fort qui existe en égyptien ancien pour dire noir. Si vous en connaissez un autre d'ailleurs, dites-le moi, je n'en connais pas un autre. Bon, alors donc c'est le seul terme qui existe en égyptien ancien à ma connaissance pour dire noir. Et alors, étymologiquement parlant, et il est écrit avec un bout de charbon brûlé, prenez le Wörterbuch. Dans le Wörterbuch, c'est écrit avec un bout de charbon brûlé, non pas avec des écailles de crocodile. Alors, donc l'égyptologue disait qu'il faut l'appliquer à la terre noire à cause du limon et non pas aux hommes à cause du déterminatif. Alors qu'aujourd'hui, quand nous disons Afrique noire et Afrique blanche, nous savons que nous parlons des hommes. Alors, mais là où la position des égyptologues n'est plus défendable, c'est quand le même Kemt maintenant est suivi d'un déterminatif composé de l'homme, de la femme et des trois traits du pluriel. Et à ce moment-là, si on est conséquent avec soi-même, on est obligé de dire que cette fois-ci, noir s'applique nécessairement aux hommes qui suivent, au déterminatif. Parce que le déterminatif a changé. Si le déterminatif est le pays, je veux bien que noir s'applique au pays, mais si le déterminatif, ce sont les hommes, c'est l'ensemble du peuple d'Égypte symbolisé par l'homme, la femme et les trois traits du pluriel, alors on raisonne selon les mêmes critères, il faut avoir le courage intellectuel de dire que ce sont des nègres. Bon. Et cette racine a proliféré dans les langues africaines. Cette racine veut dire noir, nègre également. En Wolof, nous avons aujourd'hui Khem, qui veut dire charbonné. Et nous avons Khemit en Wolof, qui veut dire ce qui a charbonné. Par conséquent, et nous avons un peu Kembu. Kembu. Et nous savons bien ici comment ce fait peut être engendré, du point de vue purement linguistique. Kembu qui veut dire le charbon, un peu. Par conséquent, cette racine, Khemit, a proliféré dans les langues africaines. C'est la fameuse racine kamitique, le mot kamit sur lequel nous allons longuement discuter. Voici son origine étymologique. C'est le terme par lequel les Égyptiens anciens se désignaient et qui veut dire noir charbon. Et voici, mieux encore, les Égyptiens avaient encore un autre mot également, c'est toujours. Donc, il y a Kemkyu également. C'est un autre adjectif national qui se transcrit Kem, Kyu, qui veut dire les nègres. Et ce sont ces deux adjectifs nationaux que les Égyptiens utilisaient pour se désigner. Le noir, c'est la couleur bénite chez les anciens Égyptiens, et le rouge, c'est la couleur maudite, c'est la couleur de la stérilité. Alors, voilà pour ce qui est. Donc, les Égyptiens vus par eux-mêmes, et tous les adjectifs divins. Osiris est appelé le grand nègre, il est appelé Kember, Osiris Kember. Set, Min, Apis, Thoth, tous ont le qualificatif de noir. Isis est appelé Seit Kem. Seit Kem, qui veut dire la femme noire. Et Seit Khem, en Wolof, dans la langue sénégalaise que je parle, Seit Khem veut dire l'épouse noir charbon. Vous voyez les formes africaines. Bon, alors maintenant, je voudrais juste par ces quelques exemples vous montrer que la parenté entre l'égyptien ancien et les langues africaines est une évidence que l'érudition moderne n'a pas la possibilité d'écarter. Ce n'est pas une hypothèse de travail, c'est un fait, parce que c'est une parenté de caractère généalogique. Je vais prendre juste le verbe égyptien que voici. Je conjugue juste le verbe kef en égyptien ancien, en wolof et en kop. J'affirme, et à vous de le vérifier, que kef veut dire en égyptien ancien capturer, saisir sa proie. Kef veut dire en wolof saisir sa proie, capturer.
Ces deux verbes, je les conjugue. En égyptien ancien, j'ai donc kef, i, conjugaison suffixale. Kef, ek, kef, et, notez, kef, f, troisième personne du singulier masculin, kef, s, troisième personne du singulier féminin, kef, nen, première personne du pluriel commun, kef, ken, deuxième personne pluriel commun, et kef, sen, troisième personne pluriel commun. En copte, j'ai conjugué le verbe ker, qui a un sens voisin. J'ai ker, ei, correspondant à la première personne égyptienne. J'ai ker, ek, même pronom qu'en égyptien. Ker, ere, ker, f, même pronom à la troisième singulier masculin. Et ker, s, pluriel, ker, nen, et ker, ketou, et ker, ei. Voilà le copte. Et en wolof, j'ai keuf, na, keuf, nga, keuf, na, et à la troisième personne du singulier, j'ai justement ces deux formes qui sont devenues des formes indéfinies parce que le féminin désinentiel n'existe plus en wolof, donc ils sont devenus des préonasmes. Nous avons keuf f et keuf s qui sont des archaïsmes en wolof. Voilà. Ensuite, je continue. Kef, keuf nanu, keuf Ndien et keuf nañu. Je dis que cette parenté elle est de caractère morphologique et si ceci c'est le présent, vous avez la même conjugaison suffixale, les mêmes pronoms à peu de choses près, et pour la forme du passé, ceci est le présent. Pour le passé, dans les trois langues, vous mettez N. Et tout ceci, vous le trouvez dans mon rapport, vous avez tout le loisir pour l'examiner en détail et le critiquer. Alors donc, maintenant, je veux montrer que ici, la parenté que je vais établir est une des plus fondamentales, elle ne prend pas plus de 2 minutes. Il s'agit de la correspondance entre les déterminatifs égyptiens et les déterminatifs wolof. Le déterminatif pou en égyptien correspond à pou ou bien ipou. Je mets la forme avec le i prothétique entre parenthèses. Correspond au wolof bou avec même signification, bien sûr. La forme est là. Nous pouvons dire donc que un P égyptien correspond à un B wolof dans ce cas-là. Et nous voyons que le P égyptien, qui était une occlusive sourde, a été sonorisé parce qu'elle s'est trouvée presque en position intervocalique, elle s'est trouvée en position intervocalique. Elle est par conséquent devenue sonore en wolof et nous avons bou à la place du P. Et par conséquent, c'est absolument selon les lois linguistiques. Alors nous avons maintenant en égyptien ancien, puis, P, W, Y, que j'écris I, P, W, Y également, entre parenthèses, pour montrer comment la vocalisation de l'occlusive s'est faite. Alors, nous avons en wolof, bouy, B, W, Y.